Bonjour à toutes et à tous, chers amis cinéphiles, bienvenue pour ce 7e numéro du Grand Nimp, l'émission qui parle de tout mais surtout de n'importe quoi. C'est la 7e émission, rendez-vous compte, c'est l'émission porte-bonheur. Maintenant, plus rien ne peut nous arriver, on peut en faire 100 Grand Nimp jusqu'à l'infini. La voie nous est ouverte, on sera indestructible. Mais je me suis dit, 100 numéros de Grand Nimp tout seul, c'est un petit peu ennuyeux. Et comme j'ai reçu de nombreuses lettres de jeunes femmes et de un peu plus vieilles qui m'ont demandé « Mais où est passé ce charmant jeune homme qui était dans l'émission 3 ?» Eh bien, mesdames, rassurez-vous, je vous ai satisfait, je vous ai comblé, puisque aujourd'hui, l'archer Édouard est de retour avec moi. Et bonjour à tous, bonjour Thomas, ravi de te retrouver. Bah, c'est un plaisir pour moi de te réinviter. Bon, tu sais que ta porte ouverte, hein, dès qu'il y a un petit coup de bibine, tu es invité à venir, mais on n'est pas là pour boire, on est là pour parler cinéma. Exactement, et c'est pour cette raison que l'esprit cinéphile est de retour pour ce numéro 7 du Grand Nimp. Alors... moi j'ai réinvoqué l'esprit parce que merde, il me manquait quand même. Bon, alors, ça me flatte. Édouard, on a quand même beaucoup à commenter, on va pas perdre de temps en palabres, on va tout de suite commencer tambour battant avec la bande-annonce événement. On l'attendait vraiment. Ah oui, on l'attendait, oui. Ça, puisque on parle tout de suite du nouveau Scorsese en fait, tout simplement, oui. du nouveau Scorsese, intitulé sobrement Silence. Pourquoi faire plus compliqué, j'aimerais te dire. Et donc cette bande-annonce nous montre et d'abord une adaptation d'un roman de Shusaku Endo que Scorsese a mis énormément de temps à adapter. Apparemment, ça lui a pris plus d'une dizaine d'années, faute de moyens, alors qu'on nous annonce que le film coûte quand même 40 millions de dollars. Ouais, Ce qui, comparé à certains films comme Avengers, tout ça, c'est quand même une crotte de nez, quoi, on va dire. Oui, alors, niveau genre, ce n'est pas tellement comparable, mais c'est vrai que pour un film de cette envergure, qui plus est, pour un réalisateur de la trempe de Scorsese, c'est inhabituellement bas, c'est vrai. C'est ça, et alors que raconte Silence, ça raconte l'expédition de deux prêtres interprétés par Andrew Garfield et Adam Driver, le nouveau petit Dark Vador de la dernière trilogie Star Wars. Je crois qu'Adam Driver a effectivement marqué les esprits, que ce soit bien ou en mal. À mon avis, plus en mal qu'autre chose, mais bon, ça, on verra la suite. Affaire à suivre. Oui. Et donc, ils vont à la recherche d'un prêtre porté disparu, qui serait normalement celui-là campé par Liam Neeson, qui a l'air de retrouver un rôle tout en sobriété. Putain, ça nous change, où il va pas castagner, pour une fois. Ah oui, c'est vrai que ça change un peu. Ouais. Et donc, bande-annonce qui laisse afficher beaucoup de promesses, puisque bon, déjà, c'est assez rare que Scorsese nous offre un film à ciel ouvert, j'ai envie de dire. Parce qu'on a eu toujours tendance à être focalisé sur des personnages très ancrés dans un certain milieu, tandis que là on va au Japon. Oui, c'est un peu plus exotique. Pendant le XVIIe siècle, déjà. Bon. Oui, film d'époque en plus, qui plus est. Oui. Si je peux déjà me permettre une remarque. Oh, vas-y, tu as déjà des choses à dire, je t'en prie. Eh bien, je trouve que le concept de ce film, alors évidemment c'est adapté d'un roman, donc j'imagine que son histoire découlera directement de l'œuvre originale, mais j'ai pas pu m'empêcher de penser à deux œuvres majeures en voyant la bande-annonce de Silence. Le Dernier Samouraï ? Même pas ? Non, même pas. Donc, curieusement, non. Moi, ça m'avait fait penser quand même pas mal à ça. Après, c'est pas le même genre, mais bon. Moi, j'ai plutôt pensé d'abord à Mission de Roland Joffé. Ah, bah oui, évidemment. Parce que, mine de rien, le concept est un petit peu comparable, à savoir un prêtre envoyé à une époque très, très ancienne, évangéliser un autre pays. C'est pas le même pays, mais on est dans cette thématique-là, c'est sûr. Mais on est un petit peu dans le même esprit. Et autre chose aussi, là, c'est une comparaison un petit peu plus lointaine, mais tout de même, je tiens quand même à la souligner, c'est qu'on envoie deux jeunes prêtres, apparemment en début d'expérience, donc ils n'ont pas encore fait leur preuve. Ils ont beau avoir mis une barbe de 50 jours à Andrew Garfield, on sent qu'il est encore minot sur le coup, quoi. Vraiment, oui, on sent que c'est encore un poussin. Hein, ouais, c'est ça, il va peut-être avoir le syndrome DiCaprio, c'est-à-dire mettre 40 ans avant de s'extraire de sa tronche de rikiki, quoi. Parce oui, c'est pas impossible d'ailleurs, comparaison intéressante. Et du coup, le fait qu'on les envoie dans un pays lointain, en plein cœur de l'inconnu, probablement il va leur arriver des bricoles, on le devine en voyant l'ambiance de la bande-annonce, mais surtout pour aller
pour aller retrouver un prêtre porté disparu et celui-là campé par Liam Neeson, donc un grand acteur. Et on peut s'empêcher de constater que Liam Neeson a apparemment un peu pété les plombs. On ne sait pas encore trop pourquoi, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Donc, ouais. Eh bien, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à un autre réalisateur, au chef-d'œuvre d'un grand réalisateur, Coppola. lui aussi, oui, Bah oui, à savoir donc Apocalypse Now. Évidemment. Ouais, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que dans les trames d'histoire ça se ressemble, mais alors ce qui est marrant c'est qu'en voyant la bande-annonce, je ne sais absolument pas dans quelle catégorie ranger ce film. Thriller, film historique, on ne sait pas trop parce que bon, c'est... Film sur la religion. C'est ça, ouais, exactement. Alors, même, j'ai envie de dire, sur le christianisme. Parce c'est ça, exactement. Mais je vais peut-être choquer certains, mais alors, il y a des Scorsese, évidemment, la liste s'étend depuis les années 70, donc on a eu le temps d'analyser sa filmographie, mais moi, Scorsese, au risque de choquer, je n'ai jamais trouvé bon en ce qui concerne les thrillers. C'est-à-dire que ce soit Les Nerfs à vif, et même un film comme Shutter Island, qui a beaucoup été encensé, comment dire, ce n'est pas là où je trouve qu'il y a une harmonie mise en scène histoire, si tu veux. C'est quelqu'un qui va à gros coups, qui va un peu à la truelle, si tu veux, sur les effets de mise en scène quand ça concerne les thrillers uniquement. Quand il s'agit de raconter des grandes histoires, des grandes fresques comme Casino, Les Affranchis, tu vois, là, on sent qu'il est beaucoup plus dans son élément. Oui, c'est son genre de prédilection, on peut dire. Mais voilà, mais c'est vrai que pour la catégorie thriller, film un peu action, j'ai un peu de mal avec Scorsese. Bon, ce qui est au moins bien, c'est qu'il s'est enfin détaché un peu de Tonton DiCaprio, parce que... Ah oui. Bah, il est allé chercher de la chair fraîche, oui, voilà, j'ai envie de dire. Hein. DiCaprio a dépassé la date de péremption, on dit attends, à la poubelle, on va chercher d'autres genoux. Non, mais c'est vrai que bon, on a encensé la période Scorsese-DiCaprio, cette formidable collaboration. Mais elle n'a pas réussi pour moi à me faire oublier De Niro Scorsese. Pour l'instant, oui, on est sur on est deux d'accord. trames totalement différentes et au niveau charisme, c'est quand même pas la même chose, je trouve. Mais bon, en tout cas, voyons ce que se donnera ce silence. Ceci étant dit, moi je trouve qu'honnêtement la période DiCaprio, il y avait du bon comme du moins bon, il y en avait pour tous les goûts. J'ai personnellement beaucoup aimé Shutter Island. Bon, le style de Scorsese, je le connais pas par cœur, aussi bien que ses fans, mais le film était bon, quoi qu'il en soit. En tout cas, maintenant, DiCaprio est assez vieux, je pense, pour tourner lui-même ses propres projets. Affaire à suivre. C'est ça. Alors, on passe tout de suite à la deuxième bande-annonce. C'est celle qui va peut-être moins marquer les esprits, sauf au niveau de son casting, puisqu'il s'agit de Passengers. Passengers avec le réalisateur que je vais prononcer avec un accent orc, puisqu'on le croit tout droit sorti de World of Warcraft, Morten Tildum. Ah. C'est pas du nom qui déboîte, ça, franchement. Alors, bon, on se moque, mais c'est quand même le réalisateur. Oui, il est norvégien, mais il a surtout réalisé, il y a de ça 2 ans, Imitation Game. Ah mais oui. Qui était un super film avec Benedict Cumberbatch. Oui. Et voilà, et donc c'est son deuxième film après, enfin, c'est pas son deuxième film dans sa filmographie, mais après ce film-là, où il a été beaucoup encensé, il revient. C'est sa deuxième pierre à Hollywood. Voilà, c'est ça. Et avec Passengers, donc, film spatial, mais pas space opéra, donc vous attendez pas du Star Wars, les mecs, on est beaucoup plus dans une histoire d'amour, je pense qu'on va nous le vendre comme ça, puisqu'on nous a quand même réunis les 2 acteurs phares du moment. À savoir... Jennifer Lawrence d'une part et Chris Pratt de l'autre. Ah oui. Alors bon... Monsieur Gardien de la Galaxie, qui doit être dans son élément. Sans être mauvais que je dirais que casting plus putassier, je ne vois pas, parce que quand on sait que dans la totalité du long métrage, ils ne seront que 2 en fait, c'est-à-dire que le film repose sur ces 2 seuls acteurs qui incarneront 2 personnages, les 2 seuls qu'il y aura à l'écran. Oui, on a beau voir Lawrence Fishburne et Michael Sheen dans oui, et Michael Sheen, oui, effectivement, qui joue le rôle d'une espèce de majordome robotique. On ne sait pas trop ce que ça veut dire encore. Ouais. Et bon. D'ailleurs, on en sait très peu. On en sait très peu sur l'histoire, si ce n'est que ça raconte celle de 2 astronautes partis pour une mission spatiale, laquelle on ne sait pas. Ils se réveillent 90 ans trop tôt. Pourquoi? On ne sait pas. Et ils seront en danger, pourquoi? On ne sait pas. Ah. Voilà, alors beaucoup de mystères, mais ça va quand même jouer sur différents genres. Alors on aura le film d'action, parce qu'il faut quand même justifier le budget du film qui va être immense, le film à suspense, et surtout... huis clos. Quand tu nous mets les acteurs les plus bobos, enfin pas bobos, mais tu vois, c'est vraiment... BCBG, voilà. Voilà, BCBG, exactement. Il y a fort à parier qu'une histoire d'amour sera au rendez-vous, d'ailleurs, la bande-annonce nous le voit, c'est comme ça. Mais ils sont jeunes, ils sont beaux, ils partent à l'aventure. C'est ça, mais le problème, c'est que, bon, il y avait Imitation Game, qui était un film totalement inattendu, parce qu'à l'époque, Cumberbatch, c'était pas non plus... C'était l'acteur émergent, mais c'était pas non plus... Il avait pas le statut. Il s'était fait connaître grâce à ça et Sherlock, mais ça. il n'était pas encore...
En vogue. Oui, voilà, et puis il y a eu Smaug dans Le Hobbit, Oui, et on le voyait plus pas, donc récemment, si tu veux, fallait savoir que c'était sa voix, mais là, bon, c'est vraiment le film qui a porté au nu Cumberbatch, c'est Imitation Game, donc c'est celui-là. Après, c'est le plus dur, c'est de confirmer pour ce genre de réel. Parce que, évidemment, quand tu vas aux Oscars, quand tout ça... Le deuxième film est toujours le plus délicat. C'est ça. Mais bon, je sais pas, ça me semble le film vraiment trop propre sur soi. Bon, pareil, tu vois, t'essaies de créer un événement, oh, regarde, le couple phare du moment qu'on a enfin réuni, je ne sais pas. Oui, c'est vrai, je suis d'accord que sur l'aspect, ça a l'air un peu trop lisse. Après, je dois quand même reconnaître un truc à cette bande-annonce, alors même si le film, moi, personnellement, m'attire pas du tout, hein, j'irai peut-être le voir, qui sait, c'est peut-être un peu, pour moi, c'est un peu le film de trop qui sort, voilà, en fin d'année, disons comme que ça. t'as deux films spatiaux qui vont sortir prochainement. Rogue One, pour commencer. Ouais, mais même un autre, je te parle surtout de Premier Contact, de Villeneuve. Ah oui, c'est exact, je l'ai oublié, tiens. Bon, c'est Denis Villeneuve d'une part, mais sur son histoire, sur son intrigue, il a l'air quand même foutrement plus intéressant que celui-là. Oui. Ceci étant dit, on peut toujours avoir des surprises et ouais, mais la bonne annonce, elle est bien foutue quand tu la regardes. C'est ce que j'allais dire justement. Elle a le mérite de montrer les images un peu les plus croustillantes, c'est ça, ouais. sans trop en révéler. Ouais, mais alors ce qui est assez audacieux. Intriguant, ouais. Mais alors c'est mystère quoi. C'est-à-dire, les films dans l'espace en général, c'est comme ça. Hein. C'est ça, ouais. Bon, affaire à suivre. Oui, donc Morton Till Doom, donc. La guilde est avec moi. Ouais, souvenez-vous de ce nom, peut-être plus tard. D'ailleurs, on va passer dans le même registre, hein, puisque je suis le roi des transitions, vous allez remarquer, c'est les infos en vrac, puisque nous allons passer à l'adaptation prévue de Monster Hunter. Alors, film intéressant, puisque là, alors pour tous ceux qui ont joué à cette série de jeux vidéo, on incarne un chasseur de monstres, mais les monstres qui font 3 fois la Tour Eiffel, limite, je n'exagère pas. Et alors, à qui ils ont confié cette adaptation ? Monsieur, et là j'attends la réaction d'Edouard, je vais le filmer quand je vais dire ça, Paul W.S. Anderson. Alors nous avons Paul Thomas Anderson, le réalisateur de There Will Be Blood et Boogie Nights, et voilà, lui c'est le bon. Paul W.S. Anderson, c'est, on va dire, l'enfant raté, le jumeau foireux au niveau des noms. Mais j'ai cru c'est marrant parce que justement, j'en parlais avec une amie cinéphile hier, pas plus tard qu'hier. Des Paul Anderson, mine de rien, il y en a plus d'un à Hollywood. C'est sûr, mais c'est vrai que les deux qui tirent au niveau des pas vraiment leur épingle du jeu, mais qui sortent un peu du lot, c'est Paul Thomas Anderson, mondialement reconnu pour ses grands films, et Paul W.S. Anderson, reconnu plutôt pour l'inverse. Il y a même un acteur qui s'appelle Paul Anderson, mais sans initiale entre les deux. Et je vois très bien de qui tu parles. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ça fait directement écho à la première émission à laquelle tu as participé, puisqu'on faisait la filmographie, on revenait sur la filmographie d'Uwe Boll et de toutes ces adaptations foireuses de jeux vidéo. Et on se demandait qui pourrait prendre le pire réalisateur après sa retraite, mais on l'a oublié, ce con-là. Parce qu'en termes d'adaptation de jeux vidéo pété, il est pas mal, lui. C'est vrai qu'il a pu ses preuves à faire. Il est pas mal, parce que... Ceci étant dit, il est capable, par moment, il a montré, je pense, quand même, au cours de sa filmo, rarement, un peu comme, un autre que tu aimes bien, dont on a parlé, Antoine Fuqua, je crois. Oui, bon. Mais je crois qu'il a montré quand même, au cours de sa filmo, qu'il était capable, je dis bien qu'il était capable, même si ses films manquent un peu de substance, de ce petit quelque chose qui les rend vraiment, de subtilité, il est quand même capable de faire des trucs, je dirais, le cran au-dessus du regardable. En fait, je pense notamment à Event Horizon, qui, je crois, est resté son film évidemment, on parle du film, son film le plus respectable. Mais attends, j'ai sa filmo devant les yeux. Suite à ça, déjà avant, il y avait eu Mortal Kombat. Oui, c'est vrai, c'est lui qui l'a fait. Oui. J'ai envie de dire, il n'y avait pas que lui, il y avait Christophe Lambert aussi. C'est ça. Ensuite, il enchaîne en 2002 avec Resident Evil. Alors, pour tous ceux qui ont joué au jeu, je pense que la vision de ce premier film a été un calvaire, parce que, de passer de un film qui se passe dans un manoir, t'as que 5 balles pour flinguer une armée de zomblards, à Mia Jovovich qui fait du kung-fu contre des chiens zombies. Ouais. Et alors là, le film sacrilège que je ne lui pardonnerai jamais, Alien vs Predator, on oublie souvent que c'est lui, mais c'est lui. Ah oui, c'est vrai, c'est lui. C'est lui. Alors, Course à la mort après, Resident Evil, et là, en tant que Français, on peut l'avoir quand même mal au fondement, puisqu'il a adapté Les Trois Mousquetaires. Ah oui, ça c'est moi qui lui reparlerai jamais celui-là. Et donc en fait, entre chaque film, il a réenchaîné des Resident Evil parce que entre temps, il a découvert la 3D, il a bandé littéralement sur ça et dit tous mes Resident Evil en 3D maintenant. Oui, Afterlife, Extinction. Et chapitre final. Donc ils sont tous appelés Dévastation, tout ce qu'on veut, tout le dico y est passé. Mais c'est vrai que niveau adaptation de merde, lui, il est quand même fort. Bon, j'ai envie de dire alors. En fait, c'est un mec, si tu veux, je trouve qu'il a des idées sans sas, mais
comprends pas qu'elle ne s'applique pas à tous les films, en fait. C'est-à-dire que l'idée de faire combattre 2 monstres en mode kung-fu ou prise de catch, c'était pas mal. Mais pas quand c'est Alien contre Predator, mon pote. Non, Tu vois, certes, il c'est y a vrai. quand même une mythologie qu'il y a derrière ces films, et t'es pas censé faire n'importe quoi avec, quand même. Oui, mais surtout, c'est pas du tout la même ambiance de base. Alien, C'est ça. c'est vraiment le Ça- film d'horreur dans l'espace. Predator, Claustrophobe, en plus. Predator, c'est le film un peu de chasse où on voit jamais Bien l'agresseur. sûr. Donc oui, non, c'est Et sûr. là, et ça passer de fait ça un au peu- film de combat de catch entre monstres, bon, Ouais. dans Pacific Rim, ça passe. Bah oui, mais Pacific Dans Rim, Godzilla, c'est à la limite. Le postulat de départ, c'est celui-là. Oui. Tandis que Alien versus Predator, bon, tu te dis, oui, ok, il y a l'idée de cet affrontement entre 2 Ouais, icônes et mythiques La du rencontre, cinéma. l'idée était bonne. Mais c'est pas non plus Freddy Euh, contre Jason, t'es pas obligé de le traiter avec cette même lourdeur que Freddy contre Jason. selon Oui, moi. sachant que Freddy contre Jason, déjà la base est aussi un matériau. c'est Il fallait ça. respecter. Mais c'est vrai qu'on aurait pu le citer parmi les réalisateurs qui peuvent prendre la succession du V-Ball. C'est vrai qu'il faut pas l'oublier, le PPR. Affaire à suivre. Et donc, transition toute trouvée, puisqu'on nous annonce que, bon, on va passer très vite sur cette info, que Mortal Kombat a enfin trouvé son réalisateur. Ah, Alors, qui est-ce? on s'en fout parce qu'il s'appelle Simon McCoy et c'est un réalisateur de pub. Alors, peut-être dans certains cas ça donne du très bon. Oui, comme Joseph, Fincher, par exemple. Joseph Kosinski. Oui, aussi. Voilà. Ah oui, Alors, très bon réalisateur, lui. Voilà, qui ont vraiment un sens du cadre, et là ça se voit qu'ils viennent de la pub ces mecs parce qu'ils maîtrisent le sens du cadre à la perfection. Après, c'est Mortal Kombat les mecs, on se calme. Hein. Mais c'est vrai que la semi-bonne nouvelle, c'est que il a été annoncé que c'était James Wan, le producteur. Voilà. Bon. On James peut s'en Wan, satisfaire. réalisateur des Saw, enfin initiateur de la saga Saw, qui a réalisé après des films d'horreur comme Insidious, Conjuring, les 1 et les 2. Dossier Varenne, oui. Bon voilà, après on sait qu'un producteur, tu sais, Sam Raimi a été producteur aussi de merde, donc ça ne fait pas tout. Mais moi je sais pas pour toi, mais s'il n'y a pas Lambert en Raiden, je boycotte. Mhm. Parce que bon, Je pense pas que... Peut-être à la limite on peut s'attendre à un caméo, un clin d'œil, va savoir. Mais... non, bah, je veux pas qu'on voit Lambert, je veux qu'on entende son rire. Ah oui, bah Dans oui, les forcément, comme tout le monde. Hein. C'est ça, ouais, non, mais parce qu'il fallait le faire quand même. Notre petit français dans le numéro 1 qui incarnait le dieu du tonnerre. C'était magnifique. On va faire un concours d'ailleurs de meilleur Lambert. Ah oui, bientôt. tiens, pourquoi pas, Alors, quand tu veux. là, on revient dans l'espace, donc avec une info qui... J'ai même pas eu besoin de consulter Edouard avant, mais je sais qu'on aura beaucoup à dire, puisqu'il s'agit de la sortie du prochain Star Wars. Alors, Star Wars, préparez-vous Si on peut les l'appeler amis. comme tel. C'est ça, on va en bouffer jusqu'à la sortie. Hein. Maintenant, de toute façon, on va se taper un Star Wars avant chaque Noël. Mhm. C'est un cadeau. À Je ne sais l'exception de l'épisode 8 qui, d'après ce que je peux comprendre, a été repoussé à août 2018. Ah, peut-être est-ce dû aux galères de tournage ou je ne sais Au pas. changement de réalisateur, qui sait. Peut-être, je ne Pas sais pas. savoir. Au reshoot Mais bon. en studio. Alors c'est vrai que le prochain Rogue One en fait ne fait pas suite à la nouvelle trilogie qu'ils ont initiée avec Le Réveil de la Force, donc sorti l'an dernier. Oui. Donc il s'agit d'un film dérivé sur une histoire parallèle qui a lieu pendant les événements de Star Wars. Oui, un spin-off. Et donc pour bien marquer leur différence, qu'est-ce qui va se passer dans celui-là? Eh ben nous n'aurons plus le fameux écran titre déroulé Avec les Comme lettres en jaune. comme avant chaque Star Wars. Enfin, si vous êtes bien fan de la saga, vous vous souvenez que chaque Star Wars commençait avec « Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, tin, tin, ta, 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 ta. » Bon, Voilà. avec la musique de Williams, c'est un écran qui... Bon, Autant la musique de Williams, bon ça c'est pas vraiment une surprise parce qu'on a déjà pu sentir qu'il était assez en retrait sur le dernier c'est épisode. ça. Autant le générique déroulant viré carrément de la fabrication du film, ça j'ai envie de dire on touche presque au sacrilège. Alors, c'est vrai, bon, dans l'idée, ça ressemble quand même plus à un épiphénomène que de chose, tu vois. On se dit, bon, Ça fait couler l'important de c'est le l'encre, film voilà. en soi, est-ce qu'il sera bon ou pas, est-ce qu'ils vont respecter l'esprit, la mythologie, tout ça. Mais, ça rejoint quand même, et là c'est pas pour m'autociter, puisque je pense pas être le seul à avoir fait ce constat, d'une volonté quand même des producteurs de totalement faire de Star Wars un non-événement en fait. Si tu regardes bien, les Star Wars avant on les attendait tous les 3-4 ans. Oui, Ça, on se c'était, disait, et à maintenant, partir du moment déjà où ils ont dit on va sortir un Star Wars tous les ans, on s'est dit oh ouais d'accord, donc en gros c'est même plus la peine de se créer un minimum d'attente, on se dit on regarde notre montre, on se dit bon bah on attend l'an prochain pour un nouveau. On attend même plus d'ailleurs parce que bon... C'est ça, ouais. Mais le fait qu'ils suppriment ce générique, c'est quand même un élément pour moi marqueur parce que c'était aussi ce qui faisait le charme et la force des précédents Star Wars, tu vois. Les gens disent, oui, Star Wars, c'est les vaisseaux spatiaux, les combats, mais c'était d'abord et avant tout ça. C'est-à-dire qu'on allait s'asseoir dans notre canapé, dans notre siège de cinéma, et à partir du moment où on voyait ce message il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine,
paf, on savait que le film commençait. Ouais, on embarquait, Et là, en gros, on embarquait pour cette fameuse galaxie. Exactement. C'est ce qui faisait partie du packaging, et cette volonté, bon, à savoir, peut-être que c'est seulement pour faire couler de l'encre, mais plus ça va, plus on y croit. C'est cette volonté donc de virer tout ce qui faisait le charme de Star Wars, et Dieu sait comme avec le 7 ils ont déjà fait fort. Ils ont déjà bien fait fort, ouais. Et ça témoigne carrément d'une envie, alors non pas de prendre une autre direction parce que ça on l'avait déjà compris, mais de complètement dénaturer Star Wars, et à tel point qu'on en vient à se demander si au final est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'on appelle ça Star Wars encore? Bah, c'est ça, de toute façon ça reprend même pas la suite de la trilogie ou de toutes celles qu'on a connues, c'est vraiment une histoire à part. Mais ça reste quand même dans l'univers Star Wars, oui, tu vois. Mais surtout, mais en fait, c'est une histoire... On va voir un film lambda. Oui, totalement lambda. Alors, moi, c'est comme ça que je le prends, effectivement. De toute façon, ce film, je l'attends pas du tout. J'en ai absolument aucune attente, rien. Je me dis, ça va être... c'est vraiment le film dont on n'a pas besoin. En fait, Ceci étant dit, son histoire, le synopsis, nous vend quand même quelque chose qui touche directement à Star Wars, puisque c'est censé être... c'est censé raconter la mission durant laquelle les rebelles... ont réussi, Dieu sait comment, à voler les plans de l'Étoile Noire. Donc ce qui mène directement aux événements de l'épisode 4, celui le premier à être sorti, celui par lequel commence la saga de Lucas. Et du coup, ça me fait me dire, en fait, vous voulez raconter ce qui s'est passé avant Star Wars, mais vous voulez le faire d'une façon qui n'est pas celle de Star Wars. C'est ça. Donc, en fait, il y a aussi cette idée, moi j'ai analysé le truc, je me dis, finalement, il y aura un écran titre. Qu'est-ce qu'il racontera? Rien. Puisqu'en fait, il reprend exactement, comme tu as dit, la mission avant l'épisode 4. Donc en fait, quand tu regardes l'épisode 4, tu avais déjà le contexte établi. Donc en fait, que nous apprendra ce pré-générique s'il y en avait un? Rien du tout. Rien du tout. Mais bon, on s'en fout. Enfin, en fait, c'est même pas qu'on s'en fout. C'était important quand même, parce qu'on lisait ce générique. Mais bon, on prenait pas de notes, tu vois. Mais c'était juste, c'était la marque de Star Wars. Oui. Et là, puis ça nous permettait quand même de savoir un petit peu où on démarrait, de savoir un peu où on se trouvait. C'était juste pour le folklore pour moi. Je prenais ça comme un gimmick qui vraiment te faisait pas palpiter le cœur, parce que c'était, après, t'avais la musique de John Williams qui était sans cesse. C'est comme le gun barrel, le fameux gun barrel au début de chaque James Bond. Exactement. Bon, même Casino Royale, qui était le premier film de l'ère Daniel Craig, a respecté ça, ce qui n'est pas rien. Et il l'a fait très bien d'ailleurs, très audacieusement. Oui, c'était bien foutu, que la façon de justement de moderniser le truc et de l'inclure dans une histoire, au lieu de faire que ça commence par comme tous les films, par ça. Et juste après, on avait droit à un des meilleurs génériques tout James Bond confondu. Ça c'est mon avis, mais... non, je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'était un des meilleurs, honnêtement. Mais voilà, c'est vraiment la volonté des producteurs de dire, Star Wars... moi j'appelle ça le film cacahuète, tu vois, cacahuète, on te le file en hors-d'œuvre avant le gros film, quoi, avant la grosse pizza. Honnêtement, de toute façon maintenant ça fait longtemps que je regarde plus les bandes annonces de ce film. La seule chose, si je dois aller le voir, parce qu'il n'est pas sûr du tout, mais je pense que la seule chose pour l'instant qui me fait le moins peur, pour l'instant, c'est que le réalisateur Gareth Edwards s'est notamment illustré pour ses deux précédents films, à savoir Monster, qui n'en montrait pas beaucoup, mais qui était très très bon pour installer une ambiance. Ensuite, il y a eu Godzilla, qui a été moins bien accueilli, mais qui avait quand même une certaine esthétique qui était réussie. Mais après, c'est un peu ce que j'ai cru retrouver dans les premières images de Rogue One, c'est qu'au niveau du cadre de l'esthétisme, il y a déjà quelque chose qui se rapproche un peu plus du Star Wars que je connais. Après, il y a 2 ou 3 autres trucs qui m'ont fait me dire, bon, ça peut passer. J'ai vu notamment un acteur très bon, Ben Mendelsohn, qui va jouer un officier impérial en costume blanc. Il y a Mikkelsen, il y a Forest Whitaker. Forest Whitaker, lui par contre j'aime pas trop la tronche qu'ils m'ont fait, mais ça c'est mon avis. Et ça malheureusement c'est plus le cas. Mais il y avait un compositeur que tu portes en haute estime, Alexandre Desplat, qui devait s'occuper de la musique. Au départ, mais il allait chez Besson. Alors c'est très bien que tu parles de réal. Bon, on le sait, de toute façon, ils prennent pas des clampins, mais on a l'impression qu'ils peuvent se faire virer du jour au lendemain. C'est ce qui arrive avec Josh Trank, et même Gareth Edwards. Et même plus récemment, Tim Miller avec Deadpool. Oui, mais pour Star Wars, Gareth Edwards, on sait qu'ils n'ont pas été satisfaits du rendu final du premier jet, et qu'ils ont rappelé un autre réal qui serait Tony Gilroy pour refilmer certaines scènes. Ah oui, c'est exact, oui. Mais alors là où je vais en venir, pourquoi faire cette transition avec les réels? Parce que la productrice officielle du film, Kathleen Kennedy, a dit que pour les prochains Star Wars, elle aimerait absolument avoir une réalisatrice. Pourquoi? Parce que, dit-elle,
Nous voulons être certains que lorsque nous encourageons une cinéaste pour réaliser un épisode de Star Wars, le succès soit assuré. Ce sont des films immenses, donc on ne peut pas se permettre d'embaucher n'importe qui sans aucune expérience. Nous voulons vraiment nous concentrer sur les personnes avec qui nous aimerions travailler et voir comment la saga peut progresser avec eux. Donc ils veulent absolument un point de vue féminin sur Star Wars. J'ai envie de dire, les gars, ça ne fait pas depuis le réveil de la Force que Star Wars s'est gonzessifié. Je suis très heureux d'avoir trouvé ce mot, ce néologisme. Non mais parce que, attends. C'est vrai que ça sonne très bien, ça. Attends. Donc Star Wars, donc c'est quoi? C'est le personnage principal est une femme. Dans ce film dérivé, le prochain qui va sortir, le personnage est une femme. Et il vous faut quoi? Que tout le casting soit féminin? Oui, non mais surtout, autant le fait que le personnage principal soit une femme, c'est une chose. Mais quand tu creuses un peu et que tu comprends pourquoi c'est le personnage principal, c'est là que tu te rends compte à quel point c'est ridicule. Pourquoi? C'est ça. Je m'explique. Dans le Réveil de la Force, c'est absolument gratuit. C'était juste pour qu'on ait... c'est un effet de manche pour moi. Voilà. Juste pour que l'héroïne soit une femme, mais au final on ne sait rien d'elle. Elle a pas vraiment de charisme. Bon, l'actrice est mignonne, elle s'en sort pas trop mal, ça va. Elle a un joli minois, comme on dit dans le milieu. Quoi. C'est ça, c'est exactement ça, tout à fait. Elle maîtrise la force en 2 temps 3 mouvements, donc ok, voilà, elle est super cheatée, tout ce qu'on veut, voilà. Reste à savoir comment ils vont faire évoluer ça, mais bon, voilà, c'est juste la fille qui se touche un max, quoi, voilà, celle qui emporte le gros lot. Et dans Rogue One, l'héroïne n'est que l'héroïne, parce que oui, là c'est carrément une adolescente, en passage, l'actrice est un peu plus âgée, mais c'est vraiment pour le coup une adolescente, elle le dit d'ailleurs elle-même, This is a rebellion, I rebel, voilà, je me rebelle, c'est une rébellion, je me rebelle. Je me rebelle. Là, je me rebelle contre les méchants impériaux, mais si salaud, papa. si elle est choisie, tu crois pas si bien dire, parce que si elle est choisie pour mener cette mission, pour être la chef d'une bande de bras cassés dont on n'a jamais entendu parler et qu'on verra probablement plus par la suite, c'est parce que son père n'est autre que l'ingénieur qui a conçu, certainement contre son gré, les plans de l'Étoile Noire. Donc en gros on se dit... On trouve toujours une excuse pour ramener ça. En gros on se dit, t'es certainement la mieux placée pour mener la mission à bien, parce que ton papa c'est celui qui a fait... Et même elle a une cheftaine, je crois, que la nana, c'est la personne qui est au-dessus oui, mais elle par contre c'est un personnage qu'on a déjà vu. Bon. Elle est déjà présente dans les épisodes, que ce soit la trilogie classique ou la prélogie. Donc c'est un personnage qu'on a déjà vu. Je reconnais le connaisseur, ça fait plaisir. Alors loin de moi de faire mon... mal exacerbé, mais est-ce que ça commence pas à bien faire ces conneries de vouloir tout féminiser, parce que Ghostbusters, c'était de la merde quand même, de l'idée de le faire avec des femmes. Je peux pas dire, je l'ai pas vu. Bon, mais bon, c'est vrai que dans l'idée, voilà. On va faire quoi? Ocean's 11, on va faire un Ocean's 11 qu'avec des nanas. Ah oui. Expandables, on va en refaire un qu'avec que des filles. Bonne chance les mecs, parce que pour avoir l'équivalent du casting de bourrin qu'il y avait chez les mecs pour le transfigurer en nana, sachant qu'on peut encore en trouver des bourrins. Moi, si tu veux, l'idée de donner des personnages féminins forts, tu vois, on l'a vu avec Mad Max, que c'était très facile et très bien de le faire. On l'a vu même... encore que quand tu rases le crâne à une Charlize Theron et que tu lui coupes le bras, je sais plus où ce qu'elle a de féminin là-dedans, mais bon. Ça fait plaisir aux féminins. Ça reste Charlize Theron toutefois. Ouais, mais Charlize Theron avec de la boue plein la gueule, un maquillage de gothique et le crâne rasé, bon, je sais pas, pour moi, je vois pas une femme, je vois un Tom Hardy plus fin, tu vois. Mais bon, est-ce que, si tu veux, à part un effet de manche, moi je vois pas, tu vois. C'est comme l'idée, on va te dire, on met Idris Elba, James Bond, pour qu'enfin James Bond soit noir, tu vois. Oui, si ce n'est qu'un attrait marketing, pour moi, vous ferez mieux de le foutre à la poubelle, vos idées de merde, parce que ça ne peut que donner du mal, selon moi. Et ce qui est dommage, parce que dans l'idée, c'est pas si bête que ça, parce que quand on y réfléchit, il y a des réalisateurs femmes qui sont extrêmement doués. Je pense notamment à Catherine Bigelow. Évidemment. C'est le premier nom qui ressort, puisque en même temps, tu dis il y en a beaucoup, mais il y en a pas beaucoup qui sont capables d'aller sur le terrain du film d'action. Alors Bigelow, oui. Il y a elle, et alors là, c'est un genre tout autre, mais elle a réalisé un des films qui est dans ton top 10, donc je tiens quand même à la citer. Celle qui a réalisé Rob Vorace. C'est ce que j'ai dit. Mais le problème, mon cher Edouard, c'est que pour moi, Antonia Bird aurait été une excellente réalisatrice, mais elle est décédée il y a ça quelques années maintenant. Malheureusement. Désolé de t'apprendre ça en direct. Oui, c'est-à-dire que ça fait un choc, j'allais justement faire cette transition. J'allais dire, mais qui on choisit quand on sait que la meilleure réalisatrice de ces dernières années, et là c'est décédé, c'était Antonia Bird. Mais c'est vrai quoi, à part Catherine Bigelow, mais mettons Patty Jenkins qui vient de s'atteler à Wonder Woman. Pourquoi pas? Bon,
On va voir ce que ça Absolument. donne. Mais voilà. Enfin, après, si ça marche chez Marvel, je préfère pas penser que ça marchera aussi bien dans Star Wars. Mais quand on voit, quand on voit la direction qu'a déjà pris Star Wars. Bon. Le problème, c'est que Disney possède et Marvel et Star Wars. Oui, donc, mais ceci dit, il s'occupe surtout de la partie financière. Il n'est pas Exactement. vraiment de la partie artistique. sur Alors, Star Wars. parce qu'après, voilà, les mecs sont perdus. Ils nous citent Sofia Coppola, quoi. Mais vous Ah non, imaginez ah non, Sofia non, non, Coppola C'est marrant, tu m'as enlevé les mots de la bouche, j'allais dire justement en tant que c'est pas elle. ou Jane Campion. Franchement, autant aller directement en France, vous prenez Anne Fontaine, parce que elle, bon, si vous voulez être non, mais parce que des réalisatrices, on en a en France. Hein, c'est pas ça qui en manque, je dirais même. Oui, qu'on a encore un peu pourquoi pas la réalisatrice de LOL aussi pendant qu'on y est. Oh, Lisa Velos, ça serait marrant ça. Bah là, en termes d'ado rebelle, t'aurais ce qu'il faut. Ah hein, bah remarque. ouais, carrément. Mais, allons-y. allons-y. Ah, cela dit, moi, j'aime beaucoup Anne Fontaine. Hein. Je trouve vraiment que c'est celle qui est. Oui, Anne Fontaine, oui, elle est quand même dans le cinéma depuis un petit moment. Elle a une patte artistique certaine. Bon, après, pour faire Star Wars, c'est sûr, elle fait des films. Ouais, au moins, elle fait des films. Ouais, mais si tu veux, quand tu vois Sofia Coppola, tu la compares à Anne Fontaine, quelle est la différence? En plus, bon, Sofia Coppola. Pourquoi pas Marie-Antoinette, pourquoi pas un Star Wars où on a envie de se tirer une balle après. Qui... Oh, il est beau Star Wars, passe-moi une corde s'il te plaît. La dépression, non mais c'est marrant, tu pourrais imaginer justement ce serait que la classe. patte des films. Bon, enfin bref, affaire à suivre, mais ça sent pas bon du caca, on dit. Alors, de quoi je... Ah oui. Ah, je sens Là, que on revient à la France. Ah oui, parce que j'en ai parlé, bon, ça a fait sourire tous ceux à qui j'ai raconté cette nouvelle, puisque l'un des films français les plus importants de ces 20 dernières années, le fameux Amélie Poulain, Ah de oui, Jean-Pierre Jeunet. il va être... Oui, Vas-y. je te laisse dire ou je le dis. Je vous prépare à cette nouvelle, dis-le Edouard avec ta Eh classe. bien, le grand film de Jean-Pierre Jeunet, Amélie Poulain, qui a eu un grand succès, que ce soit en France et outre-Atlantique, C'est ça. va être adapté en comédie musicale. Comédie musicale. Alors, Eh bien, moi personnellement, je n'ai pas été particulièrement marqué non mais, de façon négative par cette info. J'ai plutôt été intrigué, je me dis... non mais ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi pas. à Broadway, en fait, ils adaptent tout en comédie musicale. Donc en fait, la nouvelle pourrait surprendre a priori, mais ils ont adapté Spider-Man en comédie musicale, les mecs. Donc, Ah ouais, quand même. donc tu vois, voilà. Donc Bon. ne soyez pas plus étonnés que ça. Bon, à la limite, Spider-Man, il y a quand même un thème musical, le fameux Oui, mais je veux dire, Spider-Man. Ah oui, mais alors tu fais Mais pas. bon, de tu là à fais faire pas une comédie 2 heures. musicale, c'est vrai, tu fais pas une partage de 2 heures, c'est Ouais, vrai. c'est ça. Bon. Alors, bon, ce qu'il faut savoir, alors la seule mauvaise nouvelle, c'est qu'apparemment Yann Tiersen, qui est quand même l'un des grands artisans de cette mythologie Amélie Poulain, grâce à sa musique Puisque c'est le compositeur. et sa bande originale, ne sera pas dans le projet. Bon, ça à la limite. Mais ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, Jeunet s'est opposé depuis longtemps à une adaptation en comédie musicale. Il dit, j'ai résisté pendant longtemps, j'ai refusé toutes les propositions, mais ça lui tenait à cœur parce que, enfin, il a fini par céder parce que il s'occupe d'une organisation caritative, Oui. et donc l'argent qu'il recevrait du Irait succès donc, oui, irait à cette association. Donc bon, Un bon geste, noble. un bon geste, surtout un mec bon qui, on va pas dire qu'il s'est assis sur ses oui, Oui, reposer Qui sur sait- ses acquis, oui. non, sur ses principes surtout. Ah, sur ses principes. Mais on oui. s'assoit sur ses... Bon, putain, la syntaxe, merde. Voilà, mais c'est vrai que Jeunet, c'est toujours du franc-parler. Hein. Mais bon, pour la bonne cause, il a fini par céder. Et Jean-Pierre, tu es un bon, sache-le. Mais ça me fait marrer, j'imagine le personnage de Jamel Debbouze en train de danser et de Oh, chanter. pitié, s'il vous plaît, non. En Montmartre, ouais, comme un grand recréé Montmartre. Alors, affaire à suivre. J'irais peut-être à New York rien que pour voir ça, tiens, ça serait marrant. Ah ben, je serais ravi d'y aller avec toi. Bien accompagné. On va peut-être demander à nous financer le voyage, peut-être. Alors, de quoi on va parler? Ah bah, d'un film, on va revenir sur un film qui a fait parler beaucoup de lui et pas forcément en bien, c'est le fameux Suicide Squad. Ah, tiens donc. Puisque est sortie aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui, hein, mais pendant la semaine, la version longue de ce film. Alors, j'ai l'impression que ce film, je sais pas ce que t'en penses, c'est un peu il faut sauver le soldat Ryan. C'est-à-dire qu'on était tellement enthousiaste au début de ce film que quand on a vu la catastrophe que c'était, on se dit non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, il y a dû y avoir un truc qui n'allait pas, quoi, hein, une merde dans le rouage. Et en fait, les gens, pour se rassurer, se sont dit ouais, mais en fait, c'est parce que le réalisateur a été saboté au montage, ils ont coupé, trafiqué son film. Quand la version longue va sortir, ce sera mieux. Et apparemment, selon les premières critiques, eh ben, c'est toujours autant merdique. C'est effectivement ce que j'ai cru lire, et curieusement je réécoutais des critiques de Suicide Squad tout à l'heure. Alors oui, effectivement on a le droit de se demander où est-ce que ça a coincé.
Eh ben, je pense que le point de départ de tout ça, c'est que juste avant Suicide Squad, quel est le dernier film de super-héros DC Comics qui est sorti? C'était Batman vs Superman. Exactement. Un film à qui on peut reprocher effectivement beaucoup de choses, mais notamment son qui a réalisateur. surtout... oui, bon, il y en a, on s'appelait, j'aime on aime, bien on le n'aime pas. titiller Mais... sur Snyder. Vous avez remarqué, je parle que de lui quand il est là. Oui, bon, ça on peut... ça peut être un argument, mais personnellement, Non. c'est pas ce que je lui reprocherais. Mais on sait que ce qui a déplu, enfin, ce qui a fait que les studios Warner, DC Comics, tout ça, se sont un peu recroquevillés sur eux-mêmes en disant « Ouh là là, attention, faudra qu'on fasse très attention pour la suite des événements », c'est que le film a été qualifié, jugé, je sais plus par qui, que ce soit par le public ou la critique, de trop sombre. Alors, oui. si on passe sur le fait que, on sait tous, en tant qu'amateur de Batman ou du Joker, on va dire surtout de Batman, parce que déjà là, on se rappelle tous la série animée génialissime de Paul Dini, qui avait le fameux générique de Danny Elfman et tout ça. On sait quand même que l'univers d'ici est connu pour être sombre. Bien sûr. C'est ce qui le différencie de Marvel d'ailleurs, justement. Oui, c'est Marvel qui est beaucoup plus coloré, beaucoup plus accessible au jeune public. On va dire que c'est plus facilement adaptable au grand public. Voilà. Après, quand on lit les comics Marvel, c'est autre chose. Mais exactement. Bon. Toujours est-il que du point de vue d'un grand studio, d'une grande boîte de prod américaine, ça signifie beaucoup de risques à prendre et donc beaucoup d'argent en moins. Donc, ils se sont dit, pour les prochains films, on va être obligé de alléger. On sait que le film était déjà fini. Voilà. Oui. Mais il a été rappelé en tournage, pour justement rajouter des scènes un peu plus drôles, histoire de totalement édulcorer le propos, de ne pas en faire un film trop sombre. Effectivement, un argument que j'ai retrouvé dans beaucoup de critiques que j'ai écoutées tout à l'heure, c'est que on voit qu'il y a des scènes qui ont été retournées dernièrement, puisque des blagues, la plupart des blagues sont improvisées. C'est ça, et elles arrivent comme un cheveu sur la soupe, tu sais pas ce qu'elles foutent. C'est mieux si il n'y a pas une clochette qui te dit attention, ding ding ding, scène rajoutée, quoi. Attention, gag improvisé à la dernière minute. Je pense que Suicide Squad, c'est une longue déliquescence, quoi. C'est-à-dire que tu as eu cette première bande-annonce géniale. Et je la remate encore tellement je me dis, oh, putain, qu'est-ce que j'ai espéré à ce moment-là. C'est vrai qu'elle promettait beaucoup, cette bande-annonce. Elle promettait énorme. Et elle était très très bien construite. Au fur et à mesure du film, c'est parti en vrille totale. Mais, tu vois, les gens peuvent se raccrocher en se disant, ouais, avec les scènes coupées, machin. Mais non, en fait, parce que finalement, tu regardes le film, sa structure, c'est de la merde, et son histoire, c'est de la merde aussi. C'est effectivement ce dont je me suis rendu compte. Il n'y a rien à sauver. Le principal défaut de Suicide Squad, c'est qu'il a choisi... son histoire. Il a choisi de raconter une histoire trop réduite, alors qu'il avait tellement d'éléments qu'il aurait fallu développer, à savoir commencer tous les membres de l'équipe. Au final, c'est certainement les deux moins intéressants, enfin... J'exagère, mais les deux moins intéressants qui sont le plus mis en avant, à savoir Deadshot ou plutôt Will Smith, puisque bon, c'est Will Smith, c'est pas Deadshot. C'est Deadshot qui joue Will Smith. C'est ça, exactement. Donc au final, Will Smith qui interprète un personnage, c'est le personnage qui... Will Smith bouffe 60% du temps d'écran. Margot Robbie, alias Harley Quinn, en bouffe 30%. Mais bon, au final, on est tous d'accord pour dire que que Harley Quinn, n'existe un peu que dans l'ombre du Joker. Or là, sa relation avec le Joker a été complètement minable, simplement. C'est devenu une histoire d'amour maudite, romantique. On sait pas trop ce que c'est. Mais bon, surtout quand on voit le pauvre Jared Leto qui fait ce qu'il peut pour donner de la matière à son personnage, mais malheureusement, ça prend pas. On l'a beaucoup trop vendu, ce mec, quand même. C'était dingue. Quand tu vois qu'il apparaît au final que 15 minutes dans le film, tu te dis c'est du foutage de gueule, là. Je pense surtout que le fait de vouloir tout de suite faire un nouveau Joker est arrivé beaucoup trop tôt. Ouais, mais ils n'avaient pas le choix. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu reprends la franchise, tu veux vraiment créer un nouvel univers, Batman sans Joker, c'est pas Batman. Enfin, techniquement, c'est pas Batman. Mais... On est d'accord, toutefois, t'es pas obligé de le mettre dès le début. Quand il a réfléchi, Nolan a bien commencé sa trilogie avec les pouvoirs. C'était une introduction. Après, on dit, on l'introduit et il va devenir beaucoup plus important. Oui, c'est vrai, mais ça aurait été plus intelligent. C'est justement ça le gros défaut de Suicide Squad, c'est de nous avoir fait croire que le Joker était le méchant, alors que bon, j'ai suffisamment pesté sur elle, mais je vais en remettre une couche, ça fait toujours plaisir. Cara Delevingne, en méchante du film, c'est du foutage de gueule. Et là, aucune scène coupée, quand bien même elle serait magistralement tournée, ne peut remplacer cet état de fait. Cara Delevingne est et restera la méchante de Suicide Squad. Elle joue mal, c'est une mauvaise actrice. Son personnage est cramé de la gueule jusqu'au début, jusqu'à la fin. Impossible à sauver. Et en tout cas, ça nous confirme une chose, c'est que bon, on l'avait déjà très mauvaise, mais le prochain Besson, on va pas le louper. Non, elle joue mieux, mais bon, pas savoir, hein.
À part filer une trempe à à Valérian à son petit frère. à son petit frère, oui, parce que c'est vrai que ça peut se faire de ça. Maqués, hein, c'est ça qui est marrant, mais bon. Enfin, surtout qu'ils font moins mature que dans la BD, hein. On est d'accord Grave, pour et dire. ça Hein. fait surtout touche pipi, quoi. Bon, Alors, pourquoi aussi je parle de Suicide Squad tu vas voir, encore transition magnifique. Puisque le sentait bien magazine préparé. Forbes a listé sa liste des films qui ont remporté le moins de succès au box-office cette année. Alors, on parle pas de gouffre financier, si tu veux, c'est vraiment les films qui ont le moins rapporté, tu vois. Suicide Squad n'y est pas, mais parce qu'en fait, Suicide Squad, malgré tout, est rentré dans ses frais. Le film a coûté 200 millions, 150, tu vois, bon, il est rentré dans ses frais. 150 on peut millions, parler ils sont partis. Hein. On peut parler de non-succès dans le sens où ça n'a pas été le Big Bang que les producteurs attendaient. Ça a été un échec artistique. Et J'appelle ça l'échec CAP, c'est-à-dire critique, artistique et public. Voilà, tu c'est vois. ça. Bon. Certifié, hein, vous piquez pas. Alors, et donc là, nous avons le top 10 donc, des films qui ont fait leur rapporté le moins par rapport à leur budget. Alors, t'écoute. Bon, je veux bien te faire la liste, mais le problème, c'est qu'il y a la plupart qui ne sont pas sortis chez nous, tu vois. Le premier, c'est Max Steel. Bon. Tu ne connais pas, je ne connais pas, personne ne connaît. Mais pour si, dire... je crois. Alors, t'as peut-être entendu de Max Steel. Je crois avoir entendu, mais. C'est une adaptation je savais pas qu'il existait. de Joujou. Oui, c'est il bien y a ce des qu'il Joujou voilà. Max Steel. C'est bien ce que je pensais. C'était un genre Action Man ou truc comme ça. Ouais, l'équivalent d'un Action Man. Tiens, d'ailleurs. Plus jeune, je crois, un truc comme ça. D'ailleurs, j'ai envie de dire, après Lego Movie, Transformers, Max Steel, maintenant Max Steel, il y aura certainement Action Man. Hein, ouais. G.I. Joe, hein, souviens-toi. On se demandera bien juste qui jouera le rôle de Dr. X, hein, ça sera bien marrant. Ah oui, G.I. Joe, tiens. T'as l'air d'en connaître mieux sur Action Man que moi, merde. Moi, j'avais pas le droit, ma mère, elle voulait pas me les acheter. Ah, on en parlera si tu veux pour la prochaine chronique. Le trauma de ma mère. Alors, Max Steel, voilà, Max Steel, alors c'est énorme parce que. La preuve qu'il a fait un flop, c'est qu'on en a même pas entendu parler. Enfin, t'en vois pas une merde pareille qui fait même pas. Il a fait 4,4 millions de dollars aux États-Unis pour un budget, tenez-vous bien, de 10 millions. C'est-à-dire que le dernier Danny Boone a coûté plus cher que ce film. Alors là, j'ai envie de dire, là c'est dur quand même. Si t'arrives même pas à le rembourser sur le sol américain, mais c'est vraiment que tu méritais pas d'être vu, quoi. Putain, 10 millions, t'arrives pas à le rembourser, ma poule. Pauvre bougre, bougre. Alors bon, par contre, le deuxième, ça va me faire un peu plus mal, puisque je suis en relation très intime avec l'acteur principal de ce film, calmez-vous, puisqu'il s'agit de Free State of Jones, avec Matthew McConaughey en acteur principal. Donc, ton sosie attitré. Oui, mais les gens peuvent pas me voir, c'est nul. C'est-à-dire que là, ils vont croire que j'ai une relation homosexuelle avec lui. Non, je suis en fait... Bon, je vous raconte pas ma vie, mais beaucoup de gens disent que je lui ressemble. Mais vous pouvez pas ce qui est plutôt un compliment, parce que... Peut-être qu'un jour, je montrerai ma gueule 2 secondes, histoire juste que vous voyez que je lui ressemble. Mais bon, je suis un peu triste pour lui, puisque moi, je pensais qu'il était reparti, là, à nouveau en plein état de grâce avec son Oscar, mais finalement, Free State of Jones, c'est le deuxième flop de l'année. Bon, je pense qu'honnêtement, Matthew s'en remettra, d'autant plus qu'il est actuellement Il est actuellement sur un projet qu'on a plutôt tout intérêt à suivre de près, puisque c'est l'adaptation d'une œuvre de Stephen King. Bah oui, La Tour Sombre, évidemment. Où Roland Guillette sera interprété par Idris Elba. Et donc le méchant, à savoir Randall Flagg, ce sera Matthew McConaughey. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont inversé, enfin bon. Oui, ça aurait dû être... rien dire, parce que quand c'est dans l'autre sens, les gens gueulent, tu vois. Quand c'est Scarlett qui joue une chinoise, les gens gueulent, donc mais bon, quand c'est l'inverse... Ah oui, tiens, d'ailleurs, celui-là, on l'a dans le collimateur aussi. Oui, évidemment, qu'ils sont... De toute façon, c'est bien remis d'un mariage trop parfait avec Jennifer Lopez. On peut se remettre de tout après ça, j'ai envie de dire. Oui. Mais bon. Alors, je te fais la liste un pêle-mêle, parce que, de toute façon, on les a pas vus. Popstar Never Stop Stopping, c'est apparemment un film parodique sur façon Justin Bieber, ils se foutent de la gueule des chanteurs qui font des films de leur tournée. Bon, on l'a pas vu. Orgueil et préjugés et zombies. Ah, il connaît. Oui, et d'ailleurs, j'ai été très surpris. J'ai été très surpris, figure-toi, de découvrir qu'à la base, c'est pas un scénario original. Ah non, mais bien sûr que non. C'est adapté d'un roman. Je sais bien qu'Hollywood a le nez dans la chenouf en ce moment, mais pas au point d'inventer un truc pareil. Ils l'ont forcément adapté d'ailleurs. C'est comme Abraham Lincoln, chasseur de vampires, ou Hansel et Gretel. Hansel et Gretel, qui dit... Bon, ou encore Vin Diesel qui va chasser avec Elijah Wood. Ah oui, chasseur de vampires, c'est bon. Ouais, mais là, c'est de sorcière, on sait pas trop ce que c'est. De démons, je crois. Là, c'est le casting qui est rigolo, parce que tu dis, Vin Diesel, s'il chasse les démons, c'est limite s'il s'auto-chassait, tu vois. C'est comme Blade, quoi. Il chasse des vampires alors que c'en est lui-même un. Les baboulinets, chasse les démons, là. Alors, le 5ème, c'est Ratchet & Clank. Je suis très content qu'il ait pas marché. Moi non aussi. Pas parce que, je sais pas, j'ai pas vu le film. Mais quand je vois cette espèce de stratégie totalement bidon qu'il y a eu en France, de prendre comme principaux doubleurs de ce film Squeezie,
John Rashid et le Rire Jaune, et les mettent les trois noms devant l'affiche, alors que tu avais quand même aussi des doubleurs, comédiens de doublage prestigieux comme Bernard Herrmann. Oui, mais surtout à commencer par les doubleurs du jeu vidéo original, Voilà, auquel j'ai joué. Ce qui m'a personnellement oui. encore plus touché que ce soit une tête à claque débarquée de YouTube qui bouffe la tête d'affiche. C'est dingue. Hein. Ouais, je suppose que pour les puristes, le choc a dû être encore plus rude. Honnêtement, en fan, enfin, je dirais pas jusqu'à dire que je suis fan, mais j'ai quand même joué à plusieurs films, à plusieurs jeux de franchise. C'est comme ça m'a fait s'il mal. faisait une adaptation de Tintin à nouveau et qui prenait, je sais pas, du Randall ou genre du Grenier pour faire la voix de Tintin. Ou encore l'autre là, j'ai oublié son nom. Oublie-le, c'est très bien. On le voit tellement partout que bon. Mais non, mais c'est-à-dire que dans la tête des producteurs, moi je t'explique la tête des producteurs. Ils regardent YouTube, en gros, ils disent ah, ce mec-là il fait 3 millions de vues, bah ça nous fait 3 millions de spectateurs. Mais vous êtes fous les mecs. Et je pensais que l'exemple Norman, peut-être pas très normal Activity, les aurait incités à un peu tempérer l'idée de dire on va prendre des youtubeurs maintenant pour jouer nos acteurs, parce que déjà je pense pas qu'ils ont le talent des grands comédiens de doublage, on va pas les citer, bon, ils ont peut-être du talent pour autre chose à la limite, mais mais si tu veux c'est chier quoi, franchement c'est du marketing à plein nez, c'est plus la stratégie de com, bon c'est dégueulasse. Ouais, on est d'accord. Et le film n'a pas marché en France. Bien fait. Voilà. Les dents m'enlèvent les mots de la bouche. Alors les autres, bon je te passe le 6 et le 7 parce qu'avec mon accent de merde ça va pas trop. Ah oui, alors en 9ème, un film que peut-être tu as vu, moi je l'ai vu en tout cas, c'est Snowden. Ah oui. Snowden qui alors, hélas, je ne l'ai pas vu, n'a rapporté que 34 millions de dollars sur 40. J'étais assez intéressé par l'idée de le voir. Ouais, on va dire que c'est pas le Oliver Stone de la grande époque, hein. Faut pas se leurrer, de toute façon je pense qu'il faut plus attendre grand chose de Oliver Stone. Ouais, ça me fait penser que j'ai revu Platoon il y a pas longtemps d'ailleurs. Voilà, bon, je vous laisse passer, enfin, regardez ces classiques, JFK, Platoon, Né un 4 juillet, Natural Born Killers, même si bon... Ah oui, non mais c'est un bon exemple, il est pas mal. Même L'Enfer du Dimanche est assez péchu dans son genre. Par contre, éviter Alexandre, ça c'est mon avis personnel. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que la vrille le mec a commencé à vriller. Mais non, mais ce qui est... on a oublié Wall Street, tiens. Wall Street, mais pas sa suite. Oui, bon. Mais ce qui est quand même assez dingue, c'est que bon, pour un budget de 40 millions de dollars, personne ne s'est déplacé, tu vois, malgré tout, alors que c'est un film qui concerne les Américains principalement, quoi. Et puisque Snowden, rappelons-le, c'est ce fameux lanceur d'alerte qui a déclaré dans The Guardian que la NSA, donc l'un des services secrets américains, espionnait massivement les conversations téléphoniques de tout le monde, s'incrustait dans nos ordinateurs, pouvait capter les moindres informations sur nous pour après en faire quoi ? On ne sait pas, mais dans les... Big Brother is watching you. Exactement, et dans l'optique, soi-disant, de protéger la civilisation contre les vilains terroristes, finalement, on était tous surveillés, tu vois. Et oui. Et donc, c'est ce fameux Snowden, donc héros parmi d'autres, mais qui... joué qui plus est par Joseph Gordon-Levitt, excellent acteur. C'est ça, c'est un excellent acteur. En plus, non, le film, franchement, il était très bien, et surtout, c'était super intéressant pour ceux qui ne connaissaient pas trop les tenants et les aboutissants de cette histoire, c'était génialissime. Et là, finalement, il n'arrive pas à rembourser son budget, c'est assez triste. Ah, pas de chance. Mais bon, peut-être, qui sait, peut-être qu'avec le temps, il acquérera un statut de film culte. En même temps, Oliver Stone, c'est souvent un mec qui a beaucoup plus impressionné son monde sur le sol européen, en fait. Tu vois, aux États-Unis, c'est un peu le sale garnement qui fait souvent des films, on va dire, anti-système. Hein. C'est un peu le Tarantino bis. Je fais les guillemets avec les... Ouais, mais plus politique, si tu veux. Donc, je fais des guillemets avec les doigts, puisque bon, quand tu fais des films anti-système dans Hollywood, c'est un peu bizarre. Mais voilà, Snowden, ça devait être un sujet qui captivait tout le monde, et je me suis vraiment empressé d'aller le voir, parce que bon, voir comment les choses se sont passées, c'est toujours très intéressant, surtout sur un sujet de ce genre. Et donc, c'était la dernière info de cette journée. Alors, on passe avant-dernière. Oui, je sais, mais parce que quand j'ai un invité, je passe à l'info oubliée, c'est-à-dire l'info qui m'aurait peut-être échappé. Je demande à mon cher invité, Edouard, as-tu une information à traiter ? Et vu la façon dont tu te frottes les mains, j'ai l'impression que oui. Et oui, effectivement, j'ai une information dont tu n'as pas parlé, et sur laquelle je crois qu'on peut dire quelques mots. Oh, vas-y. Eh bien, avant de donner cette information, on va se remettre un petit peu dans le contexte. Figure-toi qu'il y a 2 jours, c'était l'anniversaire de la mort d'un très grand artiste, non pas connu dans le milieu du cinéma, mais dans celui de la musique, à savoir Freddie Mercury. Oui, c'est ça. Freddie Mercury est mort maintenant, il y a 2 jours, jour pour jour, il était mort il y a 25 ans, en 91, voilà, novembre 91. Ne dis pas la date, parce que tu sais très bien que cette émission est intemporelle, donc on pourra la regarder dans 100 ans encore, tu vois. Eh bien, où est-ce que je veux en venir, c'est que... sur le biopic oui, on a du nouveau sur le fameux biopic consacré donc à Freddie Mercury. Alors, je te dis mes infos, moi j'en étais resté à Borat qui le faisait. Eh bien voilà, c'est à ce propos qu'il y a du nouveau. Vas-y. Parce que donc Sacha Baron Cohen, Borat, comme tu l'as dit si bien,
a finalement claqué la porte du projet. D'accord. Prétextant, et on le comprend, que le scénario était beaucoup trop lisse et trop familial pour le trublion qui menait un train de vie plutôt... plutôt oui, gentil. Et voilà, pour le trublion plutôt exubérant, voilà. Oui, voilà. Exubérant qui était Freddie Mercury. On connaît Sacha Baron Cohen qui est plutôt connu pas pour être un sage, voilà. Ah, non, mais cela dit, quand il tourne dans les films des autres, tu vois, oui, il se tient bien, quoi. Il se tient bien, oui. Il sait se tenir, mais quand il fait quand même son projet à lui, et là, bon, j'ai envie de dire, c'était un rôle qui était un peu écrit pour lui, quand même. Ouais. Il y va à fond, voilà. Et ça me chagrine un peu, parce que je me disais que pour une fois on aurait pu le voir faire autre chose que Borat ou Ali G ou encore The Great Dictator, là. Ça aurait été amusant, enfin ça aurait été surtout captivant, parce que Freddie Mercury à lui tout seul était déjà une bête de scène. Le voir en live, c'était déjà un spectacle, c'était déjà regarder une performance d'acteur digne d'un Oscar. Et voir Sacha Baron Cohen jouer ça, justement j'y viens, ça aurait été un événement. Alors, c'est un acteur que moi personnellement je n'ai pas vu en action beaucoup, mais qui est quand même assez connu en ce moment, puisqu'il s'illustre dans une série très en vogue, à savoir Mr. Robot. C'est donc Rami Malek. Rami Malek, oui, bien sûr. Voilà. Oui, il est en vogue avec cette série, puisqu'avant il avait tourné dans La Nuit au musée, les 3 là. Oui, et aussi dans le dernier opus d'une certaine saga plutôt oubliable, voilà. Moi c'est le seul. Alors, pour info, non, parce qu'au cas où, on parle pas de Star Wars, on parle de toilettes. Voilà, moi personnellement c'est le seul film dans lequel je l'ai vu jouer. Moi j'aime bien Rami Malek, il a une bonne bouille. Oui, il aspire à la sympathie, alors j'imagine mal avec la moustache de Mercury perso. D'après ce qu'on m'a dit, c'est un très bon acteur. S'il se mettait à perdre Coquillo de sorte d'avoir un visage un peu plus émacié, ça pourrait passer. Peut-être, ouais. Mais maintenant la question est, a-t-il les épaules pour jouer Freddie Mercury? Sait-il chanter surtout, ou est-ce qu'il y aura du bleu là? Alors une info que je viens compléter à la tienne, c'est qu'on a appris que c'était aussi Bryan Singer qui allait s'occuper de ce remake. Effectivement, c'est Bryan Singer qui réalisera. Oui, c'est Bryan Singer qui réalisera ce film. Donc c'est ce qui en fait une info d'autant plus intéressante. Mais là où j'ai envie quand même d'intervenir, de souligner quelque chose d'important, c'est que qui s'occupe du scénario, il ne s'agit ni plus ni moins que des anciens compères. Collègues de Mercury, à savoir Brian May et Roger Taylor. D'accord. Les musiciens du groupe Queen. On se dit c'est quand même peut-être un petit peu dommage. Bon, j'ai envie de dire, on va se quitter en chanson, hein, parce que bon, Queen, ça déboîte quand même, faut le dire. Ah oui. Ouais, vas-y, ta chanson préférée, là, vite fait, si t'en as une. Bohemian Rhapsody. Ah putain, on a la même, t'es chiant. Bon, on va se quitter sur Bohemian Rhapsody. Je vous promets qu'hors caméra, on va danser ensemble, moi et Edouard, sur Bohemian Rhapsody. C'était la fin, en tout cas, de ce 7ème numéro du Grand Nimp. Merci beaucoup de l'avoir écouté. On vous souhaite une très bonne soirée. Il fait nuit déjà à 5h, c'est abominable. Mais bon, c'est bientôt Noël, on se dit qu'il va y avoir des joues, les cadeaux. Voilà. Et n'oubliez pas, chers amis, que si l'émission est terminée, le cinéma ne s'arrête pas pour autant. Alors, continuez à aller voir des films. Et profitez-en. Si vous ne m'aimez pas,